Compte rendu de la 13e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 13 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 13e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la réunion interinstitutionnelle. Dans le cadre de la mobilisation de toutes les institutions de la République, face aux défis auxquels le pays est confronté, le président de la République a convoqué et présidé ce jeudi 12 septembre 2024 une réunion interinstitutionnelle à laquelle étaient conviés les présidents des 2 chambres du Parlement, Madame la Première ministre et le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réunion a permis de passer en revue d'importantes questions sur le plan économique, judiciaire et juridique, politique, diplomatique, sociale et sécuritaire. Sur le plan économique, il a été souligné, entre autres, la nécessité pour les institutions de fédérer leurs efforts en vue de procéder aux réformes essentielles susceptibles de transformer en profondeur l'économie afin d'assurer un développement durable et inclusif de notre pays. Sur le plan judiciaire et juridique, après avoir fait un tour d'horizon sur les défis majeurs auxquels est confronté actuellement le secteur de la justice, il y a besoin de renforcer l'état de droit et la sécurité juridique en insistant, par exemple, sur l'établissement d'un cadre juridique strict d'encadrement des saisies, sur la mise en place d'un système d'enregistrement foncier fiable et accessible à tous. Sur le plan politique, il a été abordé des points cruciaux pour la consolidation de la démocratie et le bon fonctionnement des institutions qui doivent, de manière constructive, poser des actes d'un avenir stable et prospère pour le pays. Sur le plan diplomatique, le renforcement des capacités opérationnelles de nos diplomates a été évoqué comme un élément catalyseur dans l'attraction des investisseurs, dans la communication de l'image du pays, la prospective stratégique au regard des grandes questions du monde, ce qui permettra à la République démocratique du Congo de renforcer son influence sur la scène internationale et mieux défendre les intérêts de ses citoyens. Sur le plan social, la préservation du pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables, la poursuite et la consolidation de la gratuité d'enseignement de base sont parmi les points évoqués, auxquels il faut ajouter la régulation des prix de produits de première nécessité, les soutiens aux petites et moyennes entreprises, la promotion de l'agriculture familiale pour améliorer la sécurité alimentaire et augmenter les revenus des ménages ruraux. Enfin, sur le plan sécuritaire, il a été évoqué la nécessité d'avoir une approche globale et coordonnée pour faire face aux défis sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Les renforcements des capacités de nos forces de défense et de sécurité demeurent un atout majeur pour promouvoir la paix, la réconciliation et pour gagner la confiance des populations. Madame la Première ministre a été chargée de s'assurer de l'intégration des contributions des différents présidents de chambres parlementaires et du président du Conseil supérieur de la magistrature à l'action du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République. Le président de la République a commencé par rappeler l'un des rôles majeurs que sont appelés à jouer les animateurs des entités territoriales décentralisées,
et ceux des entités territoriales déconcentrées en ce qui concerne les recensements des logements ainsi que l'identification et ou la gestion des mouvements migratoires de la population et des résidents dans leurs milieux de vie respectifs. Eu égard au prescrit de la loi numéro 08/012 du 31 août 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, le président de la République a de manière spécifique parlé du rôle des bourgmestres, des administrateurs de territoire, des chefs des secteurs et chefferies, des chefs des quartiers, des chefs des groupements et des chefs des villages. Cette tâche s'étend même aux chefs de rue pour mieux situer les résidents. Dans le cas de la territoriale et de l'état civil, ces différents animateurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement de la population en coopérant avec les services appropriés du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour identifier correctement leurs administrés en vue de contribuer à aider les services de la police, des migrations, des défenses et des sécurités à veiller au mouvement migratoire et au changement des résidences. C'est là pour contribuer notamment à la prévention contre la criminalité ou toute autre forme de fléau qui s'installe illégalement sur notre territoire pour des activités de déstabilisation de l'ordre établi. Ainsi que cela se passe dans tout État moderne, tout changement des résidences ou acte lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique. C'est pourquoi il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres délégués près du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, en collaboration avec les gouverneurs de province, à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées sur leurs compétences d'éveiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Le ministre d'État, ministre du Budget sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. Il est attendu un rapport de la mise en application de cette assignation en 3 mois. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur le processus des lettres d'émission qu'elle a initié au début du mois d'août, le processus d'élaboration tel qu'elle l'avait annoncé au cours du séminaire gouvernemental du mois de juillet dernier. Des matrices des cadres des résultats. Cette première phase a été sanctionnée par la signature des lettres de mission ainsi que les ministères avaient renvoyé les cadres des résultats approuvés et validés. Il est prévu dans le tout prochain jour le démarrage de la seconde phase de ces processus qui consiste à élaborer le plan de travail opérationnel et des feuilles de route. Compte tenu de l'importance des matières qui devraient être discutées, la Première ministre a demandé aux membres du gouvernement de faciliter la participation de leurs collaborateurs à ces activités. La Première ministre est aussi revenue sur la nécessité de poursuivre les dialogues syndicaux après les discussions entre le banc syndical et les ministres pour les sous-secteurs de l'éducation nationale. La Première ministre chef du gouvernement a recommandé aux membres du gouvernement une rentrée académique apaisée. Cette discussion devra concerner dans le jour qui vient les syndicats du secteur de la santé, mais aussi les syndicats d'autres secteurs du régime général de l'administration publique, comprenant entre autres les militaires et les policiers. La Première ministre est aussi revenue sur l'évaluation des avantages fiscaux et autres facilités accordées aux importateurs de produits de grande consommation et de production locale. Lors de sa réunion du jeudi 12 septembre 2024, le comité de conjoncture
économique a passé en revue les questions relatives aux allègements fiscaux accordés aux importateurs des biens de grande consommation et aux mesures de protection et d'incitation prises en faveur des producteurs locaux de ces biens. En effet, ces mesures devraient permettre l'augmentation de la production, la couverture du marché local, l'augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires des dites mesures, ainsi que l'augmentation des recettes fiscales qui en découlent. Les comités de conjoncture économique avaient donc recommandé à la commission ECOFIR du gouvernement d'assurer un suivi afin que les mesures d'allègement fiscaux accordées aux importateurs n'aient aucun impact négatif sur le bien de grande consommation et sur la production locale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. La semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été globalement calme, mais quelques faits saillants méritent d'être rapportés, notamment la satisfaction de l'opinion consécutive à la décision prise par le président de la République d'élargir l'enquête sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, ce qui permettra de percer tous les mystères autour de cet événement tragique. La satisfaction de la population du refus du gouvernement de la République démocratique du Congo de signer les mémorandums d'entente sur la coopération sécuritaire entre les chefs de police des communautés des États d'Afrique de l'Est et les ministères chinois de la sécurité publique. Les souhaits des Quinois de voir les autorités accélérer les travaux de voirie et des drainages à l'approche de la saison de pluie afin de prévenir les effets des inondations. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présenté les points saillants irrélatifs, essentiellement pour les parties est et ouest du pays. Il a fait également état à Kinshasa du meurtre de l'enfant Mboyo Soki, des blessures de Malissa Mbombo, tous élèves de 8e, poignardés pour une raison non élucidée par leur camarade Ali Mohamed âgé de 13 ans dans leur salle de classe de l'école Sévigné dans la commune d'Elimété. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi fait le point des dossiers relatifs à la criminalité, à la lutte contre le banditisme urbain, aux sinistres et autres catastrophes. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu quant à lui sur la situation opérationnelle dans l'ensemble du territoire national. Il a indiqué que cette situation au cours de la semaine qui s'achève a été caractérisée essentiellement par des affrontements relevés entre la coalition M23 AFS-RDF et les compatriotes volontaires pour la défense de la patrie. Les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF, ainsi que par l'extension dans la partie nord-ouest de l'Équateur du phénomène Mbororo, éleveurs peuls armés en provenance du Tchad, du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a aussi informé le Conseil de l'arrestation par les services de sécurité ougandais dans les camps des réfugiés de Kiagala d'un cadre du M23 AFC-RDF, M. Baraka David Elonga, accompagné de 38 jeunes garçons et filles congolais à provenance de Djougou-Bunia pour rejoindre les camps d'entraînement de Bunagana. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a conclu son intervention en revenant sur les stratégies mises en œuvre pour renforcer les dispositifs opérationnels de nos forces de défense et de sécurité qui restent déterminés à absorber toute violence, restaurer la paix et la sécurité et rétablir l'autorité de l'État dans toutes les zones concernées. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, toujours au chapitre de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation épidémiologique du pays. Il s'est essentiellement apaisanti sur la situation du Mpox et du choléra dont les plans des ripostes sont mis en œuvre et produisent à ce jour des résultats. Sur les Mpox, il a mentionné que la recherche active de cas s'intensifie autant que le suivi de contact, la surveillance au point d'entrée, au point de contrôle, ainsi que la sensibilisation de la communauté. À ces jours,
notre pays a réceptionné plus de 265 000 doses de vaccins. Les processus d'acquisition de 3 000 doses des vaccins pour enfants est suffisamment avancé auprès du gouvernement japonais. 100 000 autres doses des vaccins sont attendues de la France. Ainsi, la campagne de vaccination contre le Mpox sera lancée du 2 au 11 octobre 2024 pour le premier passage. Entre-temps, 10 tonnes de fournitures médicales ont été aussi réceptionnées de l'Organisation mondiale de la santé pour garantir une prise en charge médicale adéquate et efficace de tous les malades, la prise en charge étant gratuite. En ce qui concerne le choléra, le ministre de la Santé a signalé que le cumul des cas est passé de 314 à 380 cas, amenant le taux de létalité à 0,5%, contrairement à la semaine dernière qui était à 0,02%. Les actions menées et envisagées dans le cadre du plan de riposte ont été portées à la connaissance du Conseil et ces derniers a pris acte de cette note d'information. Situation générale des établissements pénitentiaires et procès et audiences contre le Rwanda. Prenant la parole au nom de son titulaire empêché, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international a, dans un premier temps, présenté la situation générale des principaux établissements pénitentiaires de l'ensemble du pays. Pour l'essentiel, l'état des lieux fait aboutit sur la nécessité d'une part de réhabiliter la quasi-totale de ces établissements et d'autre part d'en construire d'autres afin d'assurer de meilleures conditions carcérales avec comme priorité les désengorgements de ces établissements qui sont pour la plupart surpeuplés. Ce qui conforte le gouvernement à poursuivre les efforts déployés dans les sens concernant particulièrement les dégâts causés à la prison centrale de Makala, où le gouvernement s'active à réhabiliter en urgence des pavillons endommagés ainsi que d'autres infrastructures. Dans un second temps, le vice-ministre de la Justice a informé le Conseil de l'audience du 26 septembre 2024 dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est. Cette audience résulte de la constatation des violations par le Rwanda de l'acte instituant la communauté de l'Afrique de l'Est par la présence sur le territoire congolais de ses forces militaires. Programmée pour l'audience du 26 septembre 2004 devant la Cour pour rappeler, cette affaire est le premier procès international contre le Rwanda à la suite des exactions graves et flagrantes qu'il commet en République démocratique du Congo et devrait sans nul doute inspirer les autres juridictions internationales saisies, notamment la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, a conclu le vice-ministre de la Justice. Projet de création de l'autorité de la rivière Luapula et du lac Mouero entre la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a d'abord rappelé que la République démocratique du Congo et la Zambie ont en commun une frontière naturelle, constituée par la rivière Luapula, qui trouve sa source en Zambie, et les lacs Moero, qui courent vers le Lualaba par la rivière Louvois dans le Haut-Katanga. Cette zone qui fait partie du sous-bassin versant de la rivière Luapula et le lac Moero est victime depuis quelques années des effets néfastes du changement climatique, notamment sur l'agriculture, la pêche, la navigation, l'élevage, l'approvisionnement en eau potable et l'électricité. Ces impacts négatifs du changement climatique qui touchent tant la République démocratique du Congo par les deux provinces frontalières, le Haut-Katanga et le Lualaba, que la République sœur de Zambie, ont poussé les ministres en charge de la gestion des ressources en eau des deux pays à réfléchir sur le processus de la création de l'autorité de la rivière Luapula et lac Moero pour soulager de manière durable les populations habitant sous ces sous-bassins. La gestion des ressources en eau devient aujourd'hui un enjeu mondial de souveraineté, mais aussi de coopération au service du développement et de la paix. De ces points de vue, la coopération envisagée vise notamment l'échange d'informations et des données, ainsi que la gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières, a martelé la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Le deuxième point qu'elle a abordé a concerné le processus d'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention
sur la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux. Au sujet de cette deuxième note, elle a indiqué que notre pays est l'un des rares pays du monde qui dispose d'une immense potentialité en ressources en eau. Cela fait de lui un acteur incontournable dans le contexte actuel où l'eau est devenue une denrée rare, précieuse et stratégique pour l'impulsion d'un développement durable dans le monde. Cependant, seuls 26% de notre population a accès à une eau potable et salubre. C'est dans ces cadres que la Convention sur la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux s'est engagée à soutenir les pays, à renforcer les mesures prises sur le plan international, régional et national afin d'assurer la qualité, la quantité et l'utilisation durable des ressources en eau transfrontalières dans une perspective de la gestion intégrée des ressources en eau communes. En adhérant donc à la Convention sur l'eau, notre pays pourra bénéficier de son accompagnement dans la protection de ces immenses ressources en eau et dans la mise en œuvre des différents accords et protocoles sur les eaux transfrontières avec ses voisins, et aussi dans plusieurs autres aspects, notamment dans l'application effective des lois relatives à l'eau, a conclu la ministre d'État. Le Conseil a pris acte de ces deux informations. Participation de la République démocratique du Congo au Forum économique RDC-Chine et Forum sur la coopération Afrique-Chine 2024, FOCAC. À ces propos, le ministre du Commerce extérieur a rappelé que le Forum économique RDC-Chine émanait de la volonté des deux chefs d'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Xi Jinping, qui ont décidé conjointement, au cours de la visite effectuée par le président de la République en Chine en mai 2023, d'élever les relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Les vœux tels qu'exprimés par les chefs d'État étant de voir les niveaux de coopération et d'échange connaître un accroissement. Il a souligné qu'à ce stade, des gros efforts ont été fournis. En effet, les exportations de la Chine vers notre pays ont eu à progresser à un taux annuel moyen de 36%, passant de 1,6 milliard en 2017 à 5,06 milliards en 2022. Pour l'année 2023, selon l'administration des douanes, les exportations de la Chine vers la RDC ont été de 4 milliards 486 millions 34 000 dollars contre les importations de la Chine en provenance de la République démocratique du Congo des 18 milliards 754 millions 332 000 dollars américains, ce qui donne une balance commerciale positive d'à peu près 14 milliards 268 millions 298 000 dollars américains. Pour terminer, le ministre du Commerce extérieur a salué la décision prise par le président de la République et annoncée au cours du Conseil de ministres du lundi 9 septembre dernier, Conseil de ministres extraordinaire, de la création d'une task force qui sera chargée de préparer les plans de la République démocratique du Congo, notamment pour avoir accès aux 50 milliards annoncés par le président Xi Jinping au cours du FOCAC. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Recommandation de la 7e édition du Forum national des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre et de la 2e édition du Forum des organisations féminines et de la société civile. La ministre du Genre, Famille et Enfants a présenté au Conseil les rapports sur l'organisation de la 7e édition du Forum des ministres et des chefs des divisions provinciaux en charge du genre, sur les politiques et programmes de développement, les instruments juridiques internationaux et régionaux qui ont eu lieu, des travaux qui ont eu lieu du 2 au 4 septembre 2024 à Matadi et qui a connu la participation de toutes les provinces à l'exception de la province de la Tchamba. Ensuite, de la 2e édition du Forum des organisations féminines de la société civile qui s'est déroulée du 5 au 7 septembre 2024 de la même ville et qui a réuni autour d'une même table des discussions
les représentants des structures féminines de toutes les provinces du pays, avec une participation importante des provinces de Kinshasa et du Congo central. Plusieurs recommandations ont été adoptées durant ces travaux que la ministre a eu l'occasion de présenter aux membres du Conseil. Avant de clore son intervention, la ministre du Genre, Famille et Enfants a informé le Conseil qu'elle a procédé récemment au lancement des travaux de construction des orphelinats Papa Simon Kimbangu en Kamba, toujours en province du Congo central. Axe prioritaire du ministère de l'intégration régionale. Le ministre de l'intégration régionale est revenu sur les axes prioritaires de son ministère pour la période allant jusqu'en juillet 2025. À ces propos, il a passé en revue la coopération inter-États dans les nombreux secteurs de la vie publique en vue de la consolidation des relations bilatérales. Le point a été également fait sur la coopération multilatérale visant les organisations sous-régionales et régionales qui ressortent de ses compétences. Le ministre de l'intégration régionale a présenté les tableaux reprenant les échéances des grandes commissions mixtes et a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour permettre à notre pays de jouer son rôle et de tirer profit de sa coopération dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. 3 notes d'information relevant du secteur de la communication et des médias. Le ministre de la Communication et Médias a en premier lieu informé le Conseil de l'organisation du 17 au 19 septembre 2024 du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo au centre catholique Nganda. Ces assises qui réuniront plus de 200 participants, pour la plupart sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo venus de l'intérieur du pays, auront l'avantage d'une part d'opérer les réformes statutaires de cette organisation et d'autre part d'installer un nouveau comité directeur avec tous les autres organes statutaires. Cela permettra au gouvernement d'avoir des interlocuteurs légitimes avec qui poursuivre le processus de salubrité médiatique et d'implémenter, dans les limites de prérogatives de chaque parti, des réformes liées à ces secteurs vitaux pour notre vie démocratique. Le ministre de la Communication et des Médias a estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo aille de pair avec l'avènement du texte portant statut de journaliste œuvrant en RDC, dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans les commissions interministérielles du gouvernement. Sur un autre point, et faisant suite à l'instruction du président de la République au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias a présenté le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance audiovisuelle par les télédistributeurs. Il en ressort que sur 9 actes prévus par la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, seuls 3 actes connaissent à ce jour une faible exécution et les 6 autres ne le sont pas encore. Après avoir présenté ces faiblesses et ces difficultés, il a été convenu que cette question devra être approfondie en commission en vue de revenir comme dossier au Conseil des ministres pour des décisions qui entreront de strictes applications. Il en est de même du rapport qu'il a présenté sur la poursuite de l'opération de contrôle de conformité en vue d'obtenir la salubrité médiatique dans les secteurs de la télévision nationale, de la télévision numérique terrestre. Le même principe sera appliqué pour qu'au terme des discussions en commission, des mesures concrètes puissent être proposées en vue de procéder à la fermeture de toutes les chaînes et de tous les éditeurs des programmes qui ne seront pas conformes aux conditions fixées par la loi, tant au plan technique, administratif qu'organisationnel. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation de 2 relevés des décisions, les membres du Conseil ont approuvé 2 relevés des décisions prises respectivement lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 6 septembre 2024
et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du lundi 9 septembre 2024. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. État des lieux, perspectives, mesures urgentes et nécessités de construction des centres dans les secteurs de la formation professionnelle. Les ministres de la formation professionnelle et métiers a indiqué que l'état des lieux de son secteur révèle autant des faiblesses, mettant en exergue la complaisance dans l'agrément, la non-viabilité d'un grand nombre de centres dont la plupart sont fictifs, ce qui entraîne la non-maîtrise de l'effectif réel des formateurs, de leur profil et de leur statut. Cela impacte négativement la qualité de la formation professionnelle. Parlant des mesures urgentes, il a évoqué entre autres la nécessité de renforcer les conditions d'obtention d'agrément, l'institution d'une commission d'agrément composée des délégués de la présidence, de la primature, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et des services du ministère de la Formation professionnelle. L'institution d'une mission de contrôle des effectifs des formateurs déclarés, les déploiements sur terrain des équipes d'enquête des viabilités, des centres dont le rapport pourra aboutir à l'accompagnement, au retrait ou au retrait momentané de l'agrément ou de la fermeture. Le ministre de la Formation professionnelle est aussi revenu sur les actions qu'envisage de mener son ministère, dont certaines sont déjà en cours, notamment la volonté de doter le pays d'une politique nationale de formation professionnelle ou encore d'élaborer un programme national de formation professionnelle tenant compte des filières porteuses embrassant les besoins prioritaires des différents secteurs de la vie. Susciter davantage l'intérêt à la formation professionnelle auprès de toutes les couches sociales, les jeunes diplômés, les universitaires ou par l'instauration d'une foire de la formation professionnelle. Le ministre de la Formation professionnelle a aussi rassuré de la reprise en main du gouvernement de ses prérogatives d'organisateur et des régulateurs de l'éducation générale et spécifiquement de la formation professionnelle. Ces démarches visent également à pallier au manque de certains outils organisationnels et réglementaires. Par ailleurs, il a fait le point sur la mise en œuvre du programme de construction des infrastructures modernes dédiées à la formation professionnelle. Les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga abriteront les instituts pilotes. En plus du financement du gouvernement, il est aussi envisagé l'option de recourir au partenariat public-privé. Dans ces mêmes ordres, le ministre de la Formation professionnelle a insisté pour que soit achevée en urgence la construction d'un grand centre moderne public de formation professionnelle déjà réalisé à plus de 80% dans la commune de Dilala à Kolwezi dans la province du Lualaba qui pourra abriter plusieurs filières. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, le ministre d'État, ministre de la Justice, représenté par le vice-ministre, a présenté le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le projet d'ordonnance-loi. Autre texte défendu ces jours, le ministre des Finances a fait l'économie du projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de la Convention des crédits conclue le 24 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management pour examen et approbation. Il a indiqué qu'il s'agit d'une facilité de financement évaluée à peu près 500 millions de dollars au titre de prêt dans le but d'apporter une solution durable aux besoins du gouvernement au titre d'achat des biens et services, notamment dans les domaines sécuritaires, alimentaires, médicaux et autres. Il a précisé que ces projets fait suite à la loi portant habilitation du gouvernement adoptée le 15 juin 2024, laquelle autorise le gouvernement de légiférer durant les vacances parlementaires. Après débat et délibération, cet autre projet de loi a été adopté. Projet de décret. La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a présenté au Conseil
le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale. Elle a expliqué qu'à la fin de la construction du dit centre, grâce à la coopération sino-congolaise et en perspective de l'inauguration de cet ouvrage, il est impérieux de doter les 10 centres d'un cadre juridique consacrant son organisation et son fonctionnement. Cette création juridique permettra à ces centres d'être un cadre privilégié des références et surtout un espace de rencontre et d'échange, de réflexion et d'action, de création culturelle et artistique ouvert à tous les artistes et culturels des pays de l'Afrique centrale dans la logique de la coopération sud-sud. Il sera également une plateforme nationale d'ouverture au dialogue culturel et artistique contribuant à renforcer l'image du Congo sur la scène internationale et à promouvoir des valeurs telles que le respect mutuel et la coopération. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Avant de clôturer la réunion du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a tenu à féliciter nos léopards nationaux pour les 2 victoires consécutives face à la Guinée et face à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Commencée à 14h59. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h18. Je vous remercie.